Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 20 mai, voici les titres de l'actualité. À la une ce soir, le ministre français de l'Intérieur chez le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'audience a porté sur le renforcement des relations de coopération, notamment en matière de sécurité et de migration. La couverture maladie universelle entre dans sa phase active à partir du 1er octobre prochain, mais avant la signature de convention au Premier ministère entre les pharmaciens et la nouvelle PSP de Côte d'Ivoire, des conventions dans le cadre du démarrage de la CMU, images et commentaires dans quelques instants. Dans l'actualité également ce soir, le Programme national de cohésion sociale actualise la cartographie des conflits en vue de trouver une solution durable aux crises qui secouent nos régions. Des crises qui font beaucoup de victimes. Le programme met l'accent sur la prévention et vous le verrez tout à l'heure. Et enfin, sur le continent africain, Sylvestre Lunga Lukamba, nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. Le nouveau président congolais a nommé cet ancien ministre ce lundi, 4 mois après son investiture. Bienvenue dans votre journal qui s'ouvre par l'audience que le président Alassane Ouattara a accordée au ministre français de l'Intérieur. Les deux hommes ont parlé de renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment en matière de sécurité et de migration. C'était hier à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golfe, nous dit Awa Touré. Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castanet, à Abidjan, dans le cadre d'une mini-tournée dans la sous-région ouest-africaine, est venu réaffirmer le soutien de la France à la Côte d'Ivoire et au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et la migration irrégulière. Un message d'amitié du président Emmanuel Macron, mais aussi un message de soutien et de coopération sur des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le risque terroriste existe, hélas, partout dans le monde aujourd'hui. Il a frappé il y a encore quelques semaines en France. Il a frappé aussi la Côte d'Ivoire. Ce risque est présent en Afrique et il nous faut, sur ces sujets, améliorer encore et toujours d'abord nos coopérations en matière de renseignement et puis ensuite nos coopérations en matière de lutte contre ce risque-là. Plus globalement, nous avons abordé aussi les différentes formes de criminalité et la volonté de combattre activement les passeurs en matière migratoire, les passeurs et les trafiquants en matière d'armes et autres sujets sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Et puis nous avons abordé la question des migrations, à la fois parce que la France accueille de nombreux Ivoiriens qui viennent en France dans le cadre de migration régulière, c'est en augmentation. Je pense aux étudiants, je pense aux coopérations économiques, je pense aussi aux regroupements familiaux chaque fois que c'est nécessaire. Et nous avons abordé la migration irrégulière. Aujourd'hui, trop d'Ivoiriens viennent en France sans droit ni titre. Nous devons, sur ces sujets, améliorer encore nos coopérations. La Côte d'Ivoire est un pays sûr. C'est un pays en développement, c'est un pays puissant politiquement, économiquement. Et nous devons bien évidemment travailler sur la coopération pour le développement de la Côte d'Ivoire. Christophe Castanet a par ailleurs indiqué que la France et la Côte d'Ivoire ont convenu de conjuguer leurs efforts afin de lutter efficacement contre cette migration irrégulière. Et toujours dans le même élan, ce même lundi, au niveau de la Défense, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre français de l'Intérieur, en visite de travail à Abidjan, signaient un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un comité de pilotage de la prochaine Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Après la défense, la sécurité, toujours avec le ministre français de l'Intérieur, cette fois-ci avec son homologue ivoirien. Là encore, il a été question d'immigration clandestine et de lutte contre le terrorisme. La France compte appuyer la Côte d'Ivoire pour faire face à ces sujets d'actualité. Le reportage complet d'Éric Goré dans nos prochaines éditions.
On en vient maintenant au deuxième titre de ce journal. Le 1er octobre prochain, c'est-à-dire pratiquement dans 5 mois, la couverture maladie universelle doit entrer dans sa phase active pour permettre aux populations d'avoir un meilleur accès aux médicaments. Mais avant de lancer le programme, la profession pharmaceutique et la nouvelle PSP Côte d'Ivoire ont signé 2 conventions ce lundi à la primature. Alexis Ouedraogo revient sur ces conventions dans les détails. Dans moins de 6 mois, la couverture maladie universelle entrera dans sa phase active. Et pour qu'au-delà des soins, les médicaments soient accessibles et de bonne qualité, les pharmaciens s'associent au processus. Ce lundi à la primature, ils ont procédé à la signature de 2 accords portant sur l'approvisionnement en produits de santé et le mémorandum d'entente sur le schéma opérationnel de distribution des médicaments. La mise en œuvre effective de ces accords contribuera dans la phase de généralisation progressive à mettre à disposition des assurés CMU des médicaments efficaces, moins chers et de manière continue. C'est la première fois que de tels partenariats sont signés et cela témoigne de la ferme volonté des pharmaciens de Côte d'Ivoire d'accompagner efficacement le projet de couverture maladie universelle. Déjà dès le 1er juillet, les cotisations devraient démarrer pour roder la machine. Avec l'enrôlement, la carte d'un assuré ne sera plus la carte de tout le village. La carte sera la carte de l'assuré, ce qui va permettre aux deniers que vous avez autorisés à transférer à la nouvelle PSP pour acheter les médicaments, permettre aux vrais bénéficiaires de bénéficier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est voulu rassurant quant à la volonté toujours affichée du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République a décidé que l'année 2019 et l'année 2020 soient les années du social. Bien que depuis 2011, nous faisons beaucoup de social, mais que la priorité en termes de visibilité pour nos populations doit être portée sur le social en 2019 et en 2020. Et la couverture maladie universelle fait partie, je dirais, d'un élément phare de ce programme social. Et le chef de l'État a pris les décrets afférents qui instituent la cotisation à partir du 1er juillet 2019. Et pour rappel, comme vous le savez, c'est 1 000 francs CFA par personne et par mois. Et indiqué qu'à partir du 1er octobre 2019, les Ivoiriens qui seront assujettis à la couverture maladie universelle pourront bénéficier des dites prestations. Au terme de cette séance de travail, une autre avec le ministre des Sports, Paulin Danho, accompagnant une délégation chinoise. Également dans l'actualité ce jeudi, la 4e session internationale de réflexion et de défense qui se tient à Grand-Bassam. C'est une session de 5 jours et elle est organisée par le ministère de la Défense autour du thème « Les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente ». Armée africaine, état des lieux et perspectives. 20 pays d'Afrique et d'Europe se sont retrouvés à Bassam pour débattre de la question. Qu'est-ce qu'on retient pour le moment de la première journée? Suivons le compte-rendu d'Abou Sanogo. La 4e édition de la session internationale de réflexion stratégique, activité majeure de l'Institut d'études stratégiques et de défense ouverte à Grand-Bassam. Durant 5 jours, 13 communications seront prononcées en plénière par une dizaine de conférenciers venus d'Afrique et d'Europe. À cela s'ajoutent les travaux en comité qui permettront de pousser plus loin la réflexion et de faire des recommandations. Thème de cette session, les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente, armées africaines, état des lieux et perspectives. La présente session est le lieu pour nos conférenciers et nos auditeurs de mettre en commun leurs compétences et de passer en revue leurs différentes expériences afin de faire des propositions concrètes et innovantes à l'Union africaine, à nos communautés économiques régionales et enfin à nos États dans le cadre de la projection de troupes sur les théâtres en période de crise. Cette rencontre est une initiative du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représenté par le général de division Kone Mambi, qui s'est félicité du thème de cette session. Cette session apparaît comme un cadre
le partage d'expériences entre différents acteurs impliqués dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. C'est aussi le lieu pour les différents acteurs de confronter leurs points de vue et de créer une synergie d'action dans les nouvelles orientations en matière de maintien de la paix sur le continent africain. Au total, 76 auditeurs, dont 30 nationaux et 46 internationaux originaires de 20 pays d'Afrique et 6 communautés économiques régionales prennent part à cette 4e édition de la session internationale de réflexion stratégique. Et ici à Abidjan, la tension était vive ce matin à Tékoubé. Il y a eu des manifestations selon nos reporters pour dénoncer l'insécurité qui règne dans la commune. Le phénomène préoccupe les autorités qui ont échangé sur place avec les populations. Retour sur les faits donc avec nos différents reporters. Commune d'Atékoubé, il est 9h. Accrochage entre forces de l'ordre et manifestants non loin de la mairie. Les populations d'Atékoubé protestent contre l'insécurité dans leur commune. Elles revendiquent de meilleures conditions sécuritaires, notamment la réhabilitation du commissariat. L'objectif de cette marche, nous avons quelques points. Et le premier point, c'est le commissariat. Parce que notre commissariat n'est pas fini, ça empêche la police de travailler énormément. Le préfet d'Abidjan, Vincent Tohobi, rencontre les populations et les autorités religieuses de la commune. Le commissariat est en cours de construction. Parce qu'à Tékoubé est important, ce n'est pas possible que vous restiez sans commissariat. Donc je suis venu avec toute la police demander qu'on aille parler aux jeunes. Après les doléances, Vincent Tohobi rassure les populations de la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Le préfet s'est rendu au chevet des blessés, victimes des manifestations. Les populations satisfaites, le calme est revenu sur la commune d'Atékoubé. Il y a aussi le problème des conflits intercommunautaires qui secouent la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits et comment les prévenir, comment aussi les éviter? En tout cas, des experts ont décidé d'aller au fond des choses pour trouver une solution durable au problème. Déjà, ils proposent la mise à jour de la cartographie des tensions. C'est le Programme national de cohésion sociale qui a initié la rencontre. Le point de la première journée avec Sidonie Davila. Le Programme national de cohésion sociale PNCS va se doter d'une nouvelle cartographie des conflits 4 ans après la mise en place de la première. La mise à jour de cet instrument marque une étape importante dans la résolution durable des tensions qui connaissent une résurgence ces dernières semaines. C'est pour cette raison qu'il apparaît nécessaire et urgent de disposer d'une cartographie nouvelle actualisée afin de mettre à la disposition des ministères, des institutions nationales et internationales, des organisations de la société civile et de l'ensemble des acteurs de paix et de cohésion sociale un support actualisé, pertinent et efficace. La cartographie, outil stratégique voie d'orientation pour le PNCS, verra son actualisation au bout de 3 jours de travaux avec la contribution de différents acteurs au cours de cet atelier organisé par le PNCS. Nous travaillons avec l'ensemble des ministères techniques dont les missions ont un lien étroit avec les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Si vous prenez par exemple le ministère de l'Agriculture qui a été invité, nous avons beaucoup de tensions foncières. Si vous regardez le ministère des Ressources qui est arrivé, nous avons des tensions liées à la serre, aux ressources en eau. Il y a des ONG aussi qui sont là, qui également des corps préfectorales. Le PNUD est également présent à cet atelier pour accompagner le gouvernement dans sa quête de renforcer le mécanisme de paix dans le pays. En s'engageant donc aux côtés du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté dans l'élaboration de la cartographie des conflits, qui regroupe toutes les données techniques sur les conflits recensés sur le territoire, le PNUD entend contribuer à un meilleur ciblage des interventions en matière de renforcement et de consolidation de la cohésion sociale au niveau local. Avec l'appui des partenaires, plusieurs actions de sensibilisation sont menées au quotidien sur le terrain pour rendre le climat paisible dans le pays. Une action que facilite la cartographie des conflits. En attendant, la nouvelle est bonne au plan économique. La bonne nouvelle concerne d'ailleurs les jeunes. La Banque mondiale annonce un nouveau financement de 60 milliards de francs CFA pour lutter contre le chômage. Reportage Kader Sogodogo.
La politique d'insertion des jeunes menée par le gouvernement ivoirien vient de recevoir le satisfecit de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods accorde un financement additionnel de 100 millions de dollars, exactement 60 milliards de francs CFA, à la Côte d'Ivoire. Cet argent servira à la pérennisation des acquis et l'amplification des résultats du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. C'est justement à Yamoussoukro, au cours d'une visite de terrain, gouvernement ivoirien, Banque mondiale, aux bénéficiaires des projets urbains et ruraux financés par la Banque mondiale dans le cadre du PGDEC dans le district de Yamoussoukro, que l'annonce a été faite par le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ce projet-là, c'est la deuxième phase du projet PGDEC. Et d'ici les prochains 12 à 15 mois, la Banque mondiale va pouvoir un troisième financement pour ce projet à la hauteur de 60 milliards francs CFA. Des jeunes conscients de cette opportunité d'être insérés dans le tissu socio-économique. J'aimerais remercier en tout cas toutes les personnes qui ont contribué à ce projet parce que grâce à eux, aujourd'hui, chacun de nous sommes devenus indépendants. J'étais d'abord gérant de cabine. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. Et je gère cette pâtisserie. Tout ce qui est dans la vitrine là, c'est mon domaine. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, continuera ses efforts pour permettre à tous les jeunes de se prendre en charge. Et ça, c'est au regard donc, des résultats obtenus et nous prenons l'engagement donc, de continuer donc, à travailler pour que le projet réussisse et que les 60 milliards qui seront mobilisés en financement additionnel permettent donc de financer beaucoup de jeunes. Démarrée en 2011, la première phase du PGDEC a coûté 50 milliards de francs CFA avec 27 500 jeunes ciblés. En 2015 voyait le jour la phase 2 de 50 milliards de francs CFA, une phase 2 destinée à insérer 31 000 jeunes jusqu'en juin 2019. La phase additionnelle va durer certainement plus dans le temps et servira à beaucoup plus de jeunes. L'actualité, c'est aussi la décision que vient de prendre 8 pays du G5 Sahel pour veiller à la bonne santé des populations des États membres. C'était en marge de la 72e Assemblée mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial. Notre envoyé spécial à Genève, c'est Hamza Diaby. La santé des populations du G5 Sahel au cœur d'une rencontre entre les ministres de la Santé de 8 pays. Les 5 composant le G5 Sahel et la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. La France, initiatrice de cette réunion qui a lieu à Genève en marge de la 72e Assemblée mondiale de la santé. Nous souhaitons travailler de façon très étroite avec les pays du G5 Sahel qui se sont beaucoup mobilisés ces dernières années pour améliorer la santé de leur population. Notamment, nous sommes tous convenus que la santé est une composante majeure de la sécurité et de la cohésion sociale dans tous les pays et qu'il faut renforcer la santé si l'on souhaite renforcer la stabilité. À l'issue des échanges, les ministres maliens et ivoiriens saluent l'initiative. C'est très intéressant de voir que la France essaie de mettre en place un mécanisme qui puisse nous permettre de travailler de façon plus étroite ensemble. Surtout voir comment on peut porter la déclaration du G7 et faire en sorte qu'il y ait une meilleure alliance autour des acteurs qui interviennent dans le Sahel, particulièrement que ce soit autour du G5. Mais ce qui ressortait, c'était des discussions plus approfondies autour de la question de la mise en place de nouvelles stratégies pour aller vers les populations les plus démunies. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il s'agit notamment, je dirais même principalement, du problème des soins de santé primaires sur lesquels l'accent doit être mis pour pouvoir réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et nous avons partagé donc avec nos collègues à l'occasion de cette rencontre le programme majeur du président de la République. D'abord l'important programme hospitalier du président, ensuite le programme social du gouvernement qui met au cœur du dispositif
le ministère de la Santé. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour faire le bilan des décisions. Et c'est au pas de course que le ministre Jenaka Awele se rend dans les locaux de ONU-SIDA, où il est reçu par la directrice de l'instance, Gournila Carlson, et l'ambassadeur Deborah Burks. Au cœur des échanges, la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Dernier point de l'agenda ce jour, la rencontre entre les entreprises du médicament et les pays francophones en partenariat avec l'OIF. Il s'est agi là d'optimiser les programmes d'action dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et à plus de 320 km de Genève, la France, le ministre de la Ville, lui, est sur place. François Amicha multiplie les rencontres avec les structures internationales. Il s'agit de les inviter à accompagner le développement urbain de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial. Ce sont plus d'une vingtaine de chefs d'entreprise, membres de Business France, qui ont répondu à l'appel du ministre de la Ville, François Albert Amicha. Ces entreprises sont spécialisées dans le développement urbain, dans les énergies renouvelables, dans le transport ainsi que dans l'environnement. Elles ont déjà fait leur preuve en France, mais aussi dans les capitales européennes et asiatiques. L'ensemble des entreprises que nous avons invitées aujourd'hui font de la Côte d'Ivoire une de leurs priorités. C'est pour elles un enjeu extrêmement important compte tenu des développements de votre pays et du développement urbain en particulier qu'on peut constater en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Ville a présenté le rôle de son ministère dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire. François Albert Amicha a fait cas également du projet Grand Abidjan. La ville d'Abidjan a connu une expansion extraordinaire. Aujourd'hui, de nouveaux quartiers sont en train de se créer du côté de Bingerville, du côté de Grand Bassam, du côté de Songon. Est-ce qu'il faudrait laisser ces quartiers se développer comme des appendices d'Abidjan? Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire des villes nouvelles, des villes pilotes? La réflexion est menée et nous sommes venus ici en France pour voir ce qui a été fait dans le Grand Paris et voir comment nous pouvons adapter cela au Grand Abidjan. En plus d'Abidjan, ces chefs d'entreprise de France ont souhaité investir dans plusieurs villes secondaires en vue d'apporter mieux-être aux populations, mais aussi redorer l'image de ces villes, notamment Yamoussoukro, Korogo, Bouaké, Daloa et San Pedro. Mais avant, le ministre de la Ville, François Albert Amicha, les a invités à participer au prochain séminaire international d'élaboration de la politique nationale de la ville qui aura lieu à Abidjan du 12 au 15 juin 2019, occasion de mettre en place un outil de planification des villes ivoiriennes. Et pendant ce temps ici, à Abidjan, dans l'actualité politique, l'amicale des anciens de la FESI a été installée officiellement à Yamoussoukro au cours d'une assemblée générale. Son tout premier président est Drigone Bi Di Faya. Ce mouvement proche du RHDP entend occuper le terrain pour servir les intérêts du RHDP. Reportage Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est le cadre choisi pour l'Assemblée générale constitutive de l'amicale des anciens de la FESI, un mouvement qui s'inscrit dans la droite ligne du RHDP, d'où deux AFESI RHDP. Une Assemblée générale constitutive qui a battu le rappel de tous les anciens de la FESI. Le mouvement a désormais un président. Aujourd'hui, c'est une icône pour les anciens de la FESI. Et c'est lui, sa candidature qui a été validée, celui qui a été élu. C'est le camarade Drigone Bi Faya. Drigone Bi Di Faya, le tout premier président de la 2AFESI RHDP, entend travailler pour le triomphe des actions du RHDP. Camarades, depuis un certain temps, nous remarquons que des gens courent un peu partout à travers le pays. Et le RHDP est un parti fort. Nous les regardons depuis un certain temps et nous avons créé la 2AFESI RHDP pour mettre les gens à leur place. La 2AFESI RHDP pourra compter sur le soutien du RHDP. Allez rétablir l'histoire, allez rétablir la vérité. Partez, les gens vous attendent. Vous êtes ceux qu'on attendait depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes là. Rendez-vous sur le terrain pour la campagne de désintoxication et que sur tous les sujets d'intérêt national, nous ouvrons le débat. Une conférence de presse est attendue dans les jours à venir pour présenter le programme d'activité de la 2AFESI RHDP.
L'Assemblée générale constitutive était placée sous le haut patronage du ministre des Transports, Amadou Koné. Au niveau religieux, nous sommes au 15e jour du Ramadan. Les musulmans du département de Dikodougou ont reçu les dons du Premier ministre des mains du ministre de la fonction publique. Issa Coulibaly profite pour témoigner le soutien du gouvernement aux populations. Ami Sissoko est notre correspondante à Korogo. La caravane de solidarité du Premier ministre Amadou Coulibaly pendant cette période de jeûne a marqué un arrêt dans le département de Dikodougou, dans la région du Poro. Samedi 18 mai dernier, l'émissaire du chef du gouvernement, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, et par ailleurs 4 fils du Kouflo, a remis plus de 3 tonnes de produits alimentaires essentiellement composés de riz, de sucre et de lait à la communauté musulmane. Il a aussi fait un don en numéraire. Comme à chaque étape de son parcours, le général Issa Coulibaly a traduit le soutien du Premier ministre aux fidèles musulmans et les a invités à prier davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Au moment où je suis ici à Dikodougou, certains sont à Mbengue, d'autres sont à Korogo et d'autres encore à Sinematiali. Il s'agit de venir de la part du Premier ministre exprimer sa solidarité, sa générosité à l'égard de ses frères, ses coreligionnaires, la communauté musulmane du département de Dikodougou. Pour leur dire de continuer à prier, comme ils l'ont toujours fait, afin que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient animés par cette volonté de vivre ensemble. L'imam de la grande mosquée de Dikodougou, Bamoro Keïta, a exprimé la gratitude des bénéficiaires à l'illustre donateur avant de faire des prières pour la paix et la cohésion sociale. Je remercie le gouvernement ivoirien, plus précisément le Premier ministre, pour le geste de générosité qu'il vient de poser. Donc la première des choses que nous faisons comme bénédiction après nos prières, c'est la paix. Rien que la paix. Cette caravane de solidarité du Premier ministre Amadou Coulibaly à l'endroit des fidèles musulmans a débuté le 6 mai dernier à Grand Bassam. Elle va s'étendre à l'ensemble du pays. Et toujours dans le même ton de partage et de solidarité, la ministre Anne Désiré Ouloto a organisé une rupture collective de jeunes. Odiontele Soro et Konate Moussa pour plus de détails. La ministre Anne Désiré Ouloto manifeste son élan de générosité en faveur de ses collaborateurs en cette période de jeunes musulmans. Une rupture collective avec l'ensemble des membres de son cabinet placés sous le signe de la cohésion sociale. Le musulman va vers tout le monde, fait venir ses frères des autres religions et fait venir ses frères même non religieux. Car le musulman donne même sa zakat à celui même qui n'est pas musulman pour l'aider. Et aujourd'hui, pour la seconde fois, je vois plutôt que c'est une chrétienne qui a appelé ses frères pour venir partager. Cet instant de partage a vu la présence d'élus et cadres de la région du Guémon et également de guides religieux chrétiens. Pour montrer qu'il n'y a aucune distance qui nous sépare, que nous sommes tous des frères, frères d'un seul père, frères d'une seule terre, la Côte d'Ivoire. Une grande satisfaction parce que ça ne fait que consolider les liens qui existent entre les uns et les autres. La parole de Dieu dit « tous honorent Dieu ». C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur pour sa main heureuse qu'il a sur la Côte d'Ivoire. Dieu a créé un monde très diversifié et en notre qualité donc de croyants qui croient donc en ce destin de vivre ensemble auquel nous devons tous aspirer, faire en sorte que nous puissions, tout en étant croyants, musulmans ou catholiques, apporter notre contribution à la cohésion sociale. Le mois de Ramadan, une période durant laquelle les actes de solidarité et de générosité sont multipliés. Des actes qui favorisent aussi le rapprochement entre les communautés. Autre sujet dans ce 20h, c'est la clôture du SILA 2019. Les lampions se sont donc éteints sur la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Plus de 175 000 visiteurs et 80 participants à ce rendez-vous du livre. Le point avec notre reporter, Franck Quadio. Rideau sur la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Une édition qui, selon son commissaire général, était placée sous le signe de la maturité. Tout cela dans le but de relever ensemble le défi du lectorat.
Comment faire pour nous doter d'un lectorat actif? Cela relève d'un engagement commun, d'un engagement collectif qui prend en compte et les institutionnels, et les professionnels, et les enfants. Le Salon du Livre d'Abidjan 2019, en chiffres, c'est 55 exposants et 25 visiteurs professionnels, plus de 175 000 visiteurs venus d'écoles à 80%, des curieux et des amoureux du livre. Au nom de la tutelle, le directeur du livre, représentant Maurice Badaman, a remercié les partenaires et rappelé le rôle stratégique et important que joue le livre dans la politique de développement culturel et éducatif en Côte d'Ivoire. Le Grand Prix Bernard Dadier, remporté par Armand Gauze, les meilleurs jeunes écrivains par Serge Agnisson et bien d'autres distinctions, avec, en prime, la mise en lumière de l'auteur à l'honneur Véronique Tadjo Poétesse, un salon du livre riche en couleurs, de bon augure pour la 12e édition, l'année prochaine. Et sur le continent africain, pour terminer, ce lundi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé un premier ministre après près de 4 mois après son investiture. Son nom, Sylvestre Lunga Lukamba, ancien ministre. Il était jusqu'à présent directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.